Bonjour à tous, édition spéciale sur Public Sénat pour analyser les résultats et les conséquences politiques de ce second tour de la présidentielle. Un second tour qui a vu hier soir Emmanuel Macron devenir le 8e président de la République française, le plus jeune président de la 5e République. Emmanuel Macron qui a remporté le scrutin avec 66,10% des voix selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur face à Marine Le Pen, la candidate du Front National qui obtient, elle, 33,90% des suffrages. Et l'image de cette journée, eh bien, c'est celle-là. Regardez, François Hollande et Emmanuel Macron côte à côte, le président sortant et le président élu qui participent ensemble en ce moment même aux cérémonies du 8 mai 1945. Vous le voyez, ils ont déposé ensemble une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu. C'est la première sortie officielle du nouveau président Emmanuel Macron, la première image des deux présidents côte à côte. Et on retrouve tout de suite sur place Michael Zamès. Bonjour Michael, vous êtes à proximité de l'Arc de Triomphe où ont lieu ces cérémonies du 8 mai 1945. Et l'image qu'on retiendra de cette cérémonie, bien sûr, c'est cette image d'Emmanuel Macron et de François Hollande côte à côte. Oui, il y avait 3 présidents de la République à cette cérémonie. Nicolas Sarkozy, l'ancien, le presque ancien François Hollande et le nouveau, évidemment, Emmanuel Macron. Et comme il est d'usage républicain, eh bien, François Hollande et Emmanuel Macron sont allés pas à pas, l'un derrière l'autre et l'un à côté de l'autre, saluer tous les anciens combattants, faire ce dépôt de gerbe, évidemment raviver la flamme. Et puis ensuite, ils ont passé de très longues minutes à discuter avec les anciens combattants. On a vu Emmanuel Macron donner un mot à chacun, même Emmanuel Macron allant discuter assez longuement avec les personnalités militaires présentes et François Hollande l'attendant à plusieurs reprises, peut-être en trouvant peut-être un petit peu le temps long. Alors ce qui se passe actuellement lors de cette cérémonie, eh bien vous voyez derrière moi, François Hollande et Emmanuel Macron vont venir, si Olivier Molinari veut bien s'approcher, on va montrer l'image. François Hollande et Emmanuel Macron sont en train de venir au pied de la tribune où nous sommes actuellement, faire une sorte de bain de foule et vous voyez les deux présidents, le président de la République actuelle, le président élu qui sont en train de saluer les uns après les autres et là notamment les personnalités de l'Élysée. Il y a également des membres de la Croix-Rouge, des élèves et voilà, et François Hollande qui décide de monter dans cette tribune, on peut le voir pour saluer tous les militaires ici présents. Il y a également beaucoup de personnalités du monde de la société civile qui ont été invitées. François Hollande qui fait un long bain de foule, peut-être l'un des derniers bien évidemment. On va essayer de se rapprocher le plus possible pour vous montrer cette image d'un Emmanuel Macron également dans les pas de François Hollande. On peut le voir avec notamment ces images qu'on vous propose avec Olivier Molinari, de nombreuses personnalités, évidemment de nombreuses photos également qui sont prises des deux hommes, commémoration pour cette 8 mai, commémorations qui auront lieu également le 10 mai prochain dans les jardins du Luxembourg. Dernière commémoration, j'imagine, entre les deux hommes présents l'un à côté de l'autre. Après, il sera évidemment le temps de la passation de pouvoir dans quelques jours. On va essayer de revenir dans quelques minutes pour voir si on arrive à s'approcher un petit peu. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Michael. On vous retrouve dès que vous avez de nouvelles images. Alors, Barry Zacharie, on imagine bien que cette image vous ravit, voir Emmanuel Macron aux côtés de François Hollande. On a senti quand même chez Emmanuel Macron de la gravité sur son visage. Quel est votre sentiment ce matin quand vous voyez ces images ? Eh bien, vous parlez de gravité, effectivement. Nous sommes empreints d'une joie grave. Joie parce que il y a quelques mois, enfin un an et plus, nous étions quelques-uns, peut-être une poignée, ce qu'on appelle les soldats de la première heure, à avoir cru en Emmanuel Macron et à avoir fait le bon diagnostic pour la France, c'est-à-dire une forme de décomposition des partis politiques traditionnels, l'état de la société, l'impasse démocratique dans laquelle nous nous trouvions. Et l'aboutissement, c'est le fait qu'il soit président de la République, que nous ayons réussi à faire en sorte. C'est quand même la première fois dans l'histoire que, n'ayant pas de parti politique, étant un nouveau, n'ayant jamais été élu, il ait pu accéder à la présidentielle. Et grave parce que on se rend compte des enjeux, on se rend compte de la colère. Et Emmanuel Macron a intégré tout au long de la campagne cette colère populaire et il va la porter et il va y répondre. Jérôme Rivière, vous êtes... Et puis juste peut-être une autre chose, je pense à François Hollande aujourd'hui, parce que le vrai cauchemar de François Hollande, c'était de transférer le pouvoir à Marine Le Pen. Et là, franchement, c'est pas le cas. Alors justement, Jérôme Rivière, vous êtes, vous, membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen.
Barry Zacharie vient de le dire à l'instant, c'est vrai que François Hollande l'a dit, sa vraie angoisse pendant cette campagne, c'était de laisser les clés de l'Elysée à Marine Le Pen. Quelle est votre réaction, vous, ce matin, quand vous voyez cette image de François Hollande et d'Emmanuel Macron côte à côte ? Les deux présidents, le président élu et le président sortant, sont dans leur rôle. Et c'est des cérémonies classiques, normales, d'hommage et de mémoire. Que François Hollande ait considéré que ce soit un cauchemar, c'était surtout qu'il considérait qu'Emmanuel Macron, c'était la continuité de sa politique. C'est ce que nous avons expliqué, tenté d'expliquer à travers toute cette campagne. C'est ce que nous démontrerons pendant la campagne des élections législatives. Il y a une filiation très naturelle entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on le voit au regard joyeux du président, il a quelque part obtenu par un tour de passe-passe marketing, un mandat des Français supplémentaire, 5 années supplémentaires, où la même politique qui a conduit au résultat que l'on connaît sera mise en œuvre. C'est l'analyse que l'on en fait, et c'est dans cette perspective-là que nous présenterons un programme et des candidats pour contrer cette politique à l'occasion des élections législatives. Éric Coquerel, coordinateur, porte-parole du Parti de gauche, un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Vous aussi, c'est l'analyse que vous en faites. Quand vous voyez Emmanuel Macron et François Hollande, vous voyez en Emmanuel Macron l'héritier de François Hollande ? C'est très clairement le continuateur, pas seulement de la politique de M. Hollande, mais aussi de M. Sarkozy, c'est-à-dire à peu près ce qui se fait depuis une trentaine d'années dans ce pays, même, au moins depuis 10 ans de manière accrue, c'est-à-dire la dérégulation du marché du travail, les politiques d'austérité, les politiques de libre-échange accrues, les politiques qui ne tentent en rien de changer le cours de l'Union européenne, mais qui désormais abdique à l'avance, puisque M. Macron était voir Mme Merkel pour la rassurer à l'avance qu'il ne se passera rien et que la France continuera à appliquer les traités comme elle l'a fait depuis des années, avec les conséquences qu'on connaît. Donc oui, c'est le continuateur. Maintenant, nous, il y a une première chose que nous disons, on est le 8 mai. Alors donc, fort heureusement, on célèbre ce 8 mai avec la défaite du Front National. Ça, c'était quelque part ce qu'il fallait éviter, c'est la politique du pire. Maintenant, la situation qui est devant nous, c'est que M. Macron n'a pas de majorité politique. Il est élu, mais il n'a pas de majorité politique. Et effectivement, les choses vont se régler aux législatives. Parce que la vraie réalité politique du pays, c'est le soir du premier tour. On va revenir sur toutes ces questions, Éric Coquerel. On va terminer le tour de table sur cette image des deux présidents côte à côte. Rachid Temal, secrétaire national du PS à la coordination et à l'organisation. Vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image des deux présidents côte à côte ? D'abord, moi, je veux remercier les Français et Français qui sont venus voter hier. Parce qu'on l'oublie, mais le Front National au second tour, c'est un traumatisme, mais même à 33%, c'est compliqué. Donc je pense qu'on peut déjà remercier et saluer qu'effectivement, ce jour de rassemblement, notre pays a su dire non au Front National, et c'est un combat qu'il faudra encore mener. Sur l'image, moi, je d'abord remercie François Hollande pour son quinquennat. Je pense que dans quelques temps, chacun regardera le bilan différemment, mais c'est le charme aussi de la politique. Et moi, je salue le fait qu'aujourd'hui, la France est rassemblée avec le président élu et le président en exercice. Et je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2012. Et je pense qu'il est important qu'en ce jour, il y ait cette unité. Fabienne Keller, on termine avec vous, sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. Quand vous voyez cette image, d'ailleurs en direct, Emmanuel Macron, François Hollande côte à côte, qui quittent les Champs-Élysées, qu'est-ce que vous dites qu'après la violence de la campagne, eh bien finalement c'est bien d'avoir cette image républicaine apaisée des deux présidents côte à côte ? Nous sommes au lendemain de la présidentielle, mais c'est aussi le 8 mai. Moi, je viens de Strasbourg, c'est une ville qui a beaucoup souffert des conflits successifs et c'est une date très importante. C'est la fin des camps de concentration, c'est la fin de l'horreur du nazisme. Donc, je trouve que c'est bien qu'en ce jour, ce soit la République qui domine et que d'ailleurs tous on salue cette commémoration qui est très belle comme chaque année, mais avec une dimension politique peut-être plus forte. Après, sur la proximité d'Emmanuel Macron avec Hollande, comme sa présentation au Louvre hier soir qui ressemblait beaucoup à celle de Mitterrand, je suis un peu plus inquiète. Emmanuel Macron avait affiché une volonté de faire de la politique autrement, en fédérant, en rassemblant plus largement le centre-gauche, mais aussi le centre-droit. On attend des preuves d'amour, j'allais dire, des actes. Mais cela correspond aussi à un besoin de la France. Si on veut réformer, il faut rassembler toutes celles et tous ceux qui sont prêts à faire des efforts sur les questions du marché du travail, mais on en parlera peut-être, sur la question européenne, où effectivement la France
est très attendu pour permettre de dessiner un nouvel avenir, alors qu'on a déjà été secoué par le Brexit. Bon, là, les Néerlandais, les Autrichiens, maintenant les Français ont montré que le populisme, ils savaient y mettre une limite. Et les 66% à cet égard, c'est une belle victoire. Alors justement, Fabienne Keller, vous parliez de cette image d'Emmanuel Macron au Louvre. C'est effectivement là que le président élu a choisi d'aller fêter sa victoire au pied de la pyramide du Louvre, où il avait réuni des milliers de supporters et où il a prononcé son discours. Une fête que nous racontent Sandra Cerquera et Héloïse Grégoire. Une explosion de joie à l'annonce des résultats et surtout un grand soulagement pour les soutiens d'Emmanuel Macron. L'objectif était de ne pas être sous la barre des 60%. Honnêtement, 65% malgré tout, c'est plus qu'on nous avait annoncé depuis un petit bout de temps. Donc ça soulage. C'est un nouveau départ pour la France, pour l'Europe et je suis super content, quoi. Ils sont des milliers sur l'esplanade du Louvre à savourer cette victoire, paraissant inimaginable il y a quelques mois encore par les soutiens de la première heure. Un président aussi jeune, il s'est révélé sur le devant de la scène aussi rapidement au terme d'une campagne qui est partie de rien en à peine un an. C'est juste incroyable. La fête prend des allures de boîte de nuit, puis l'ambiance se fait plus solennelle. 22h30, le nouveau président arrive seul, au son de l'Aude à la joie. La mise en scène se veut à la hauteur du défi. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. La prochaine étape, les élections législatives qui inquiètent de nombreux militants. Je pense que ça va être dur pour M. Macron aussi de faire une législative avec un parti qui n'a pas vraiment de consistance actuellement. C'est un mouvement, donc c'est sûr que je pense que ça va rebattre les cartes. Convaincre à droite comme à gauche et surtout construire une majorité parlementaire incontournable pour mettre en œuvre son projet. Après cette soirée, Emmanuel Macron vit donc aujourd'hui sa première journée de président élu. On retrouve devant son QG Tam Tranui. Bonjour Tam. Alors on a vu sur les images Emmanuel Macron qui participe actuellement aux cérémonies du 8 mai en compagnie de François Hollande. Mais quel est le programme du nouveau président dans les heures et dans les jours qui viennent ? Eh bien, Emmanuel Macron doit normalement passer une bonne partie de sa journée à son QG qui se trouve quelques mètres derrière moi, dans cette rue calme du 15e arrondissement et qui est pour l'instant barrée, où il y a plus de journalistes que de personnalités politiques qui viennent pour l'instant. Mais Emmanuel Macron est annoncé, il devrait venir pour l'heure du déjeuner où il devrait y avoir une réunion du conseil d'administration d'En Marche dont il doit démissionner justement de la présidence. Le nouveau président élu doit quitter la présidence de son mouvement et puis cet après-midi il devrait avoir de nombreuses personnalités qui devraient venir dans son bureau du 6e étage. Notez également que cette semaine il y aura d'autres commémorations auxquelles il doit assister. Mercredi 10 mai très exactement, il sera à nouveau aux côtés de François Hollande pour la cérémonie nationale des mémoires de l'esclavage. Ça sera non loin du Sénat, au jardin du Luxembourg. Et le même jour, le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, annoncera officiellement les résultats de l'élection présidentielle. Et sinon, la passation de pouvoir, ça devrait être pour ce week-end, a priori dimanche 14 mai. Sitôt investi, Emmanuel Macron pourra alors nommer son Premier ministre. Alors bien sûr, au-delà de tous ces rendez-vous officiels, la semaine sera aussi consacrée à la question des investitures. Et d'ailleurs, nous avons tout à l'heure croisé le président de la Commission nationale des investitures, l'ancien chiracien Jean-Paul Delevoye, qui nous a répondu sur cette question des investitures. On l'écoute. En tout cas, tout est prêt. Tous les noms ? Quasiment.
Oui, Jean-Paul Delevoye, qui vous le voyez, s'annonce donc très serein par rapport à cette question des investitures. On devrait en savoir un petit peu plus en milieu de semaine et c'est une question essentielle, savoir si Emmanuel Macron pourra avoir ou non la majorité pour pouvoir gouverner correctement en ce début de quinquennat. Voilà, et bien on attend en tout cas Emmanuel Macron toujours devant ce QG de cette rue Calme du 15e arrondissement où pour l'instant il y a plus de journalistes et de riverains que de personnalités d'En Marche. Merci Tam, et vous nous faites signe dès que le nouveau président est de retour à son QG. Alors on a entendu Barry Zacharie, Emmanuel Macron hier soir au Louvre. Emmanuel Macron qui a certes été élu avec un score de 66%, mais qui a dit être conscient que ce n'était pas pour autant un blanc-seing que lui donnaient les Français. Il a eu raison de le dire, parce que c'est la réalité. Mais je voudrais revenir sur ces images et sur le fait qu'il soit allé à la pyramide du Louvre. Vous savez que nous avions demandé le Champ de Mars et qu'il nous a été refusé. Donc, finalement, par la mairie de Paris. Par la mairie de Paris. Et ce choix est quand même extraordinaire, parce que c'est en résonance avec ce que veut faire Emmanuel Macron. Vous vous souvenez des débats qu'il y a eu lors de la création de cette pyramide de l'architecte Paye? C'est l'audace. L'audace, et c'est bien les modernes contre les conservateurs. Et aujourd'hui, personne ne dit quoi que ce soit sur cette pyramide de verre fantastique. Donc ça entre en résonance avec l'audace d'Emmanuel Macron. Et pour répondre à Éric Coquerel... Est-ce que c'est l'audace ou est-ce que c'est aussi un peu un côté mitterrandien? On a l'impression depuis hier soir qu'il y a un côté mitterrandien chez Emmanuel Macron. Il y a un côté mitterrandien, évidemment. C'est le signal qu'il a voulu donner? Dans le fait qu'il soit venu seul. Il y a aussi le fait que la tâche est lourde, elle est rude, et il est seul face à ça. Et c'est aussi pour montrer qu'il est seul face à ça. Donc il a intégré ça. Mais pour répondre à Éric Coquerel, vous verrez qu'Emmanuel Macron sera l'homme de toutes les ruptures et de toutes les transgressions. Et que son quinquennat n'aura rien à voir avec celui de François Hollande. Alors Éric Coquerel. Jean-Paul Delevoye d'ailleurs à la manœuvre, qui est toute la nouveauté en politique, puisqu'il a officié pour l'UMP pendant des années à ce rôle-là. Je crois que ça illustre un petit peu ce que le caractère un peu marketing en tourloupe d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire on nous vend une nouvelle force qui serait au-delà des partis, etc. Bon, en réalité, on retrouve beaucoup d'anciens ministres. On voit déjà... de la part de certains socialistes, je pense à des gens comme Jean-Marie Le Guen, qui font déjà des offres de services. Donc, quelque part, ça se fait vite rattraper en réalité par le monde, mais surtout, c'est des vieilles ficelles. Il y a aussi des gens à droite qui lui font des offres de services. Donc, c'est des vieilles ficelles, surtout libérales. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'au-delà du... Je ne vous ai pas interrompu. Oui. Au-delà du projet qu'on essaie de nous vendre, on voit bien hier la pyramide du Louvre, alors on emprunte à Mitterrand, bon, côté, ça n'a quand même aucun rapport, évidemment, avec le Mitterrand du programme commun. On voit bien le côté un peu américain. Chacun a son jugement. Moi, c'est vraiment pas la panacée pour moi, avec sa femme à côté de lui, dont il a dit qu'elle aurait déjà un rôle, genre First Lady. Bon, tout ça, c'est du marketing, mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est la politique qu'il a annoncée. Il ne faut pas l'oublier. Hier, tout ça a été encore une fois un enrobage, paquet cadeau. La politique qu'il a annoncée, c'est toujours plus de dérégulation, une super loi travail. Il va s'en prendre aux retraites. Il a annoncé à l'avance 60 milliards de plus d'austérité. Bon, et c'est cette politique-là qu'il va bien falloir, à un moment donné, qu'il présente aux législatives. Or, depuis hier, ce que nous savons, c'est que plus de la moitié des Français, bien plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour lui. Et dans son électorat, à peu près la moitié de son électorat, selon les études, ont voté pour lui pour faire barrage au Front National. Donc, en réalité, hier, il y avait une très grande majorité de Français qui ne se sentaient pas politiquement représenté par aucun des deux candidats, qui a fait un choix pour battre le pire, et fort heureusement. Et je le répète depuis tout à l'heure, mais ce que nous a vendu hier soir n'est pas la réalité politique en France. La réalité On va politique revenir en France, sur cette question des législatives et sur la politique que mènera Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Jérôme Rivière, qui a dit hier soir qu'il avait entendu le message de tous les électeurs, y compris ceux du Front National. Qu'avez-vous pensé de son discours? Au-delà des symboles et du marketing qui est dans la continuité de la campagne présidentielle, on remarque qu'il a choisi de rentrer avec l'hymne européen et non pas la Marseillaise. C'est un choix qui appelle clarification. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'une clarification politique aujourd'hui. Et on voit très clairement, j'entendais Madame Keller tout à l'heure, mais Bruno Le Maire, même Gérard Longuet, sur les plateaux, faire des appels du pied en réclamant des preuves d'amour. Donc, à aucun moment, n'expliquant à leurs électeurs, les Républicains, qu'ils ont l'intention de faire une force d'opposition. Parce que la réalité, c'est que nous allons constituer cette force d'opposition. Et les électeurs des Républicains, qui pour nombre d'entre eux
n'ont pas nécessairement fait le choix de Marine Le Pen parce qu'ils étaient inquiets par les propos qui étaient tenus, nous présentant sous des jours extrêmement ténébreux, vont se sentir trahis et vont voir qu'en fait, il s'agissait d'un opportunisme politique. Et cette clarification, nous l'appelons de nos voeux, et nous espérons que les élections législatives seront l'occasion de rappeler qu'il existe bien deux visions de la société. Une qui est relativement claire, proposée par Emmanuel Macron, qui est la dilution de la France dans une Europe fédérale, une vision européiste, et de l'autre côté, une vision que nous appelons une vision patriote. Et je crois que grand nombre d'électeurs des Républicains, aujourd'hui, n'ont pas envie de se perdre et de se dissiper dans l'Union européenne. Et la trahison de leurs grands élus, la trahison de leur structure va peser lourde à l'occasion de ces prochaines élections. On va aller en direct, Fabienne Keller, avant de nous faire réagir, en direct avec Michael Zamès, qui est avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut vous savoir votre sentiment après l'élection d'Emmanuel Macron hier soir, s'il vous plaît? Je crois que la France a fait le choix de la confiance. Le choix de la confiance en Emmanuel Macron, en sa jeunesse, en son optimisme, en sa détermination. Et puis je pense que la France a fait aussi le choix de la confiance en elle-même. Il faut que dans cette période, devant tous les défis qui sont devant notre pays, la France soit rassemblée, soit unie. Et ce matin, cette cérémonie remarquable a été un peu ce témoignage. L'image de François Hollande et Emmanuel Macron côte à côte, c'est l'image du rassemblement tel que vous l'imaginiez il y a quelques semaines? C'est l'image de la France républicaine, la France qui est en mesure de relever les défis, la France qui a confiance en elle, la France de l'audace et puis la France aussi de la fermeté. La France est une grande puissance. Il faut qu'elle s'affirme comme telle. Votre nom, évidemment, a été cité à nombreuses reprises. Vous seriez prêt à continuer? De toute façon, le président de la République a annoncé qu'il désignerait son Premier ministre après son installation. Donc il faut lui laisser le temps de réfléchir. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu en direct. On va essayer d'avoir d'autres témoignages, Oriane. Merci beaucoup, Michael, pour cette réaction de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et soutien d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on parlait de son discours hier soir au Louvre, Fabienne Keller, qui pendant toute sa campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il n'allait pas reproduire l'erreur de Jacques Chirac en 2002 s'il était élu. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas la commettre, cette erreur? Il doit rassembler. La France est très profondément divisée. À l'occasion de cette élection, je crois que les Français ont montré qu'ils ne faisaient pas du tout confiance au FN. D'ailleurs, les leçons d'économie de Madame Le Pen mercredi soir ont été éclairantes à ce sujet. C'était le débat d'entre-deux tours. Voilà. Confusion totale. Hein. L'écu, l'euro, le franc. On voyait bien qu'il n'y avait pas de solution, qu'il n'y avait qu'une affirmation des défis et des fragilités de la France qui sont réels. Donc il faut y faire face. Donc le sujet, par exemple, de l'emploi, il est absolument prioritaire. Hein. Nos jeunes se désespèrent. Là-dessus, des personnes de la droite et du centre pourront soutenir une politique qui vise à assouplir le code du travail, à baisser les charges des entreprises et à redonner la confiance nécessaire pour cette création d'emplois. Sur la question de l'Europe, pareil. L'Europe a besoin d'une vision. Elle est très fragilisée par le Brexit, qui est un détricotage. Donner une ambition pour la jeunesse, mais aussi pour la place de l'Europe dans le monde, pour la protection assurée, assumée des frontières plus efficaces. Voilà ce qui est donc, si attendu. Donc, si on vous êtes prêt à faire un parlementarisme constructif, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Raffarin. Voilà, une opposition constructive, ou moi qui suis à Strasbourg, une coalition, comme les Allemands savent le faire, c'est-à-dire quelque chose qui est clair, chacun reste chez lui, sur ses valeurs, mais négocie de manière à permettre des réformes qui, c'est vrai, n'ont pas été mises en œuvre au cours des dernières décennies. Rachid Temal, est-ce que le signal envoyé par Emmanuel Macron depuis hier soir est le bon ? Je ne sais pas, il dit pas de blanc-seing à sa politique. Je pense que déjà, c'est une reconnaissance, c'est une lucidité sur effectivement ce qui s'est passé dans notre pays. L'échec total de ce que peut être le Front National ou de sa politique, on l'a vu au travers du débat notamment. Pour ce qui concerne les socialistes, nous allons d'abord attendre de voir qui sera le premier Premier ministre. Et puis, nous allons avoir notre propre plateforme, nos candidats, et dire très clairement sur quoi nous proposons aux Français, sur ce quoi nous pouvons être en accord dans un cadre d'un échange, etc., et des points sur lesquels nous sommes en total désaccord. Et je pense qu'il faut que chacun, par preuve de lucidité, de clarté et d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens, il faut aussi entendre, si je peux me permettre, aussi que dans ce résultat-là, il y a les 66%, il y a le traumatisme des 33% du FN, les abstentionnistes et les blancs et nuls. Je pense que globalement, la classe politique doit aussi intégrer cela. Bien justement, notamment on va y revenir, Rachid Temal, sur cette question des abstentionnistes et des votes blancs, mais on va refaire un détour par l'Arc de Triomphe où Michael Zamès est en compagnie d'Harlem Désir. Allez.
Oui, quelques mots avec Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette élection hier soir d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut avoir quand même votre premier commentaire? D'avoir un sentiment de fierté pour la France, d'avoir battu l'extrême droite et ses valeurs de haine. Et aujourd'hui, le 8 mai, on célèbre la victoire sur le nazisme, on pense à l'Europe, on pense à la construction de la paix. Et ce choix pour l'Europe, il a aussi été au cœur du choix des Français hier dans l'élection présidentielle. Bon, aujourd'hui, on se souvient de ceux qui sont morts pour la France, on pense aussi à tous les soldats qui se battent sur beaucoup de fronts à l'étranger. Donc on pense aussi à une France qui incarne des valeurs universelles. C'est l'Europe qui a gagné hier soir? En tout cas, c'est une France qui veut être dans l'Europe, c'est une France qui veut être tournée vers le monde. Et cette cérémonie était très émouvante, comme le sont toutes les cérémonies du 8 mai, évidemment, mais aussi parce qu'il y avait cette passation déjà de pouvoir qui commence, même si la vraie passation de pouvoir aura lieu dimanche prochain, le 14. Mais le fait d'avoir le nouveau président aux côtés du président Hollande, c'était un peu le début de la présidence Macron, une cérémonie très, très républicaine, évidemment, empreinte aussi un peu d'une forme de transmission. Il y avait beaucoup de sensibilité, je crois, dans la relation entre les deux présidents. La présence aussi de l'ancien président Sarkozy, tout ça est très fort. C'était une forme d'incarnation de l'unité nationale autour de l'idée d'une France qui se bat pour elle-même, très patriotique, mais aussi pour porter un message dans le monde. Monsieur le ministre, vous avez salué Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit bravo, d'abord. Je lui ai dit que sa victoire était superbe. J'avais eu l'occasion déjà de lui dire hier et que bon, on n'a pas eu encore une très grande conversation, mais moi je pense qu'elle est porteuse de beaucoup d'espoir. Bon, j'espère en particulier que tous ceux qui veulent une France du progrès, une France engagée en Europe, contribueront à la réussite de son mandat, chacun avec ce qu'il lui apportera, évidemment. Et il a voulu rassembler des gens d'opinions différentes, des gens de droite, de gauche, du centre. Moi, je suis un homme de gauche, je l'ai toujours été, j'ai toujours été socialiste, mais je souhaite la réussite de son mandat et je souhaite qu'il soit sous le sceau du progrès social et de la justice sociale. Merci beaucoup, Harlem Désir, d'avoir répondu en direct à nos questions. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Mickaël. Je vous voyais réagir, Éric Coquerel, pendant cette interview d'Harlem Désir. Les Français ont voté non au traité constitutionnel européen en 2005. On leur a remis exactement le même traité par la fenêtre avec l'aide et la complicité de beaucoup de députés socialistes à l'époque qui se sont abstenus. Et là, j'entends Harlem Désir qui nous refait le même coup. À l'en croire, finalement, il y aurait eu hier une majorité de Français qui auraient voté pour continuer cette Europe-là, parce que c'est de ça dont il parle, d'accord ? Eh bien, je crois que de continuer cette politique, celle qu'a fait M. Hollande, j'entendais des gens dire beaucoup de bien de François Hollande depuis 5 ans. Mais enfin, le résultat, il est là. Il est le Front National à 11 millions de voix. Alors, est-ce qu'on veut continuer comme ça, jusqu'à faire en sorte qu'à un moment donné, un parti non républicain finisse par ne plus être minoritaire dans ce pays? J'assumais mon... Attendez, monsieur, vous nous faites monter. Vous répliquerez. Continuez. Non, je ne vous fais pas monter. Vous êtes merveilleux. Bon, c'est ça. Non républicain. Vous venez de l'UMP, ne prenez pas les mauvaises habitudes déjà du Front National d'interrompre les gens de manière non démocratique comme vous le savez faire. Vous n'êtes pas républicain, monsieur, vous êtes contraire au principe républicain. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez perdu cette élection. Parce que ce que les Français ont entendu du débat, c'est effectivement... Oui, je continue, vous parlerez après. Ce que les Français ont entendu du débat, c'est une grande confusion, effectivement, chez Mme Le Pen, qui a changé du tout au tout son discours sur l'Europe au cours de cette campagne, qui a à la fin essayé de nous singer, mais quand on essaye de singer sur le plan A, plan B, c'est-à-dire une négociation sur la base d'un rapport de force, eh bien on rend une mauvaise copie, donc elle était incompréhensible. Mais ce que les Français ont surtout entendu, c'est qu'elle était toujours fidèle au principe de l'extrême droite, c'est-à-dire en nous offrant une vision raciste de la société, xénophobe de la société, où l'adversaire, c'est non pas la finance, mais principalement les immigrés. Donc ça, c'est quelque part l'opposant aujourd'hui tranquille pour le système, parce qu'à chaque fois que vous l'avez en face, vous gagnez. Bien. Mais ça pourrait ne plus continuer longtemps s'il n'y a pas une autre issue. Et fort heureusement, le résultat positif de cette élection, c'est qu'il existe aujourd'hui une autre issue avec ce que nous représentons, c'est la France insoumise. Écoutez, il y a 34%, 33,9% de Français qui ont voté. Ils ne votent pas parce que Marine Le Pen tient des propos xénophobes. Elle ne tient pas de propos xénophobes. Mais plus le système continuera globalement à nous insulter, à traiter les électeurs, parce qu'à travers les dirigeants et les représentants du Front National, c'est les électeurs qui prennent ces insultes au visage, plus nous continuerons de monter. Je voudrais juste utiliser une image. Souvent, j'entends dire que Marine Le Pen a la bonne analyse, fait le bon diagnostic, mais n'a pas les bons remèdes. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que l'ensemble du système reconnaît avoir fait une erreur de diagnostic. Donc si je vais voir un médecin qui me dit « je suis désolé, je me suis toujours trompé », c'est le médecin d'à côté qui a le bon diagnostic, c'est très très inquiétant. Et nous savons que nous avons les bons remèdes. Ils n'ont jamais d'ailleurs été tentés. Et c'est ce que nous allons proposer à l'occasion des élections législatives.
Rachid Temal, juste un petit mot sur ce qu'a dit Éric Coquerel tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une responsabilité de François Hollande dans le score du Front National hier? Moi, je pense que François Hollande a d'abord fait en sorte de redresser ce pays. Et donc je pense que sur la question du Front National, c'est une question d'ailleurs qui est plus profonde que cela. Vous n'avez pas ni les bonnes questions ni les bonnes réponses, que les choses soient bien claires. Il y a effectivement pour un certain nombre de nos concitoyens un sentiment de déclassement, de sentiment qu'on ne leur parle pas, qu'il n'y a plus de service public, et là il faut y répondre. Mais en aucun cas le Front National ne peut être la bonne réponse, et n'est la bonne réponse. Donc je pense qu'il faut savoir aussi dépasser cela et arrêter ce discours. Oui, la matrice idéologique du Front National, c'est bien une matrice raciste et xénophobe. Il faut le dire. Et regardez d'ailleurs, vous avez su mettre un nouveau président de votre parti qui a duré à peine 40 heures, parce que vous êtes rendu compte, mais quand même, après plus de 40 ans, qu'il était négationniste. C'est quand même une blague. On va revenir. Marie Zacharie, très rapidement, réagir parce que le représentant du Front National qui est avec nous dit que vous avez une vision de la France. Vous avez une vision de la société, dont acte. Ce qui est regrettable, c'est que pendant le débat, on aurait souhaité avoir ce débat de fond sur deux visions de la société, deux visions complètement différentes de la société. Malheureusement, nos concitoyens n'ont pas eu cette chance parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout de 15 secondes, Marine Le Pen était une imposture et que finalement, le programme qu'elle proposait, c'était une forme d'indigence du programme. Moi, je regrette de ne pas avoir eu ce débat. Je regrette que nos concitoyens n'aient pas eu ce débat parce que je pense que là, effectivement, le Front National n'aurait pas fait le score qu'il a fait. Très rapidement, on va passer après à la question des législatives. En réaction à Éric Coquerel sur la question de la politique européenne de la France, je respecte Harlem Désir, mais nous n'avons pas eu un grand quinquennat européen. D'ailleurs, il suffit d'écouter nos collègues des 26 ou 27 États membres qui attendent une parole de la France. Demain, on fait la déclaration de Schuman. C'est la France qui a été très largement à l'origine, non seulement du montage technocratique, mais surtout de l'idée européenne, de la vision. Il faut la réinventer au XXIe siècle et les défis répondent largement aux attentes de nos concitoyens. Je pense notamment à la question de la politique de migration commune, comme la question du chômage qui ne se travaille qu'à l'échelle du continent européen. On va avancer dans ce débat, on va passer à cette bataille des législatives, puisque une fois le résultat connu, eh bien, tous les partis se sont tournés vers cette bataille des législatives. L'objectif pour Emmanuel Macron, c'est d'obtenir une majorité absolue. L'objectif pour le Front National, les Républicains et la gauche, eh bien, c'est de devenir la première force d'opposition. Regardez ce sujet de Marie Brémaud. La France vient d'élire le plus jeune président de son histoire. Emmanuel Macron remporte l'élection avec un peu plus de 66% des voix. Un résultat supérieur à celui envisagé par les sondages à l'issue du premier tour. 20,7 millions d'électeurs ont choisi le candidat d'En Marche, soit près de 2 fois plus que Marine Le Pen. Une victoire nette, mais à relativiser, car l'autre record historique, c'est bien celui de l'abstention. 25,4%. Jamais les Français ne s'étaient autant abstenus de voter depuis 1969 à une présidentielle. Un chiffre auquel s'ajoutent les votes blancs ou nuls, 11,4%. Là aussi, un record. Entre l'abstention, le vote blanc ou nul, dimanche, un tiers des Français ont refusé de choisir entre les deux candidats. Le symbole d'un rejet, celui d'électeurs défiants qui ne pardonneront rien au nouveau président. À ce jour, dans la perspective des législatives, ils sont 61% à souhaiter qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale. Une petite idée du sacré défi qui attend le nouveau président pour rassembler. Voilà pour ce sujet qui était un sujet de Julie Lin qui nous récapitulait les chiffres clés de cette élection. Du coup, un petit mot avec vous très rapidement là-dessus, Marie Zacharie, avant de passer aux législatives. On a vu deux chiffres. Le chiffre d'une abstention record et le chiffre d'un nombre de bulletins blancs et nuls, là aussi record. Est-ce que ces deux chiffres viennent contrarier votre victoire ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu des consignes. Notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, où il a mis un égal entre l'extrême finance et l'extrême droite. Donc je pense que beaucoup de gens de la France insoumise sont allés voter parce qu'ils sont républicains et qu'ils respectent le vote. D'ailleurs, c'est dans leur projet, dans leur programme, le respect du vote. Et que là, ils ont mis un bulletin blanc ou nul, évidemment. On va dire qu'il a mis égalité, vous savez que c'est pas vrai. Il nous l'a dit. Non. Écoutez, vous écoutez ce que vous dites. Quand vous appelez... Attendez, monsieur Coquerel. Hier, il a dit... D'accord. Il y a les banquiers et les haineux. C'est le point égal. Qu'est-ce qu'il a voté du coup, Jean-Luc Mélenchon et Éric Coquerel ? Vous lui demanderez. Qu'est-ce que vous avez voté, vous ?
Vous demandez à tout le monde ce qu'il a Non, voté à vous, parce que les autres, c'est à peu près clair. C'est étonnant parce que... Non, je vous dis... Les autres, c'est à peu près clair pour le coup. Je vous dis juste ça, c'est que depuis hier, les seules forces à qui on demande ça, c'est pas la droite. D'accord, j'ai pas entendu une seule question posée aux Républicains, alors que un tiers des Républicains, n'avoir pas a dit priori clairement ce que vous allez voter au second tour. Front National, mais je peux vous répondre. Mais je vous dis juste, c'est assez étonnant. Donc, première chose, pour répliquer à ce qui a été dit, Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle, a demandé ce qu'il n'y ait pas une seule voix pour le Front National. Donc, il n'y a pas de trait d'égalité. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de trait d'égalité. Attendez, laissez-moi. Attendez, Monsieur Rivière, vous êtes journaliste ? Mais non, mais ça m'intéresse. D'accord. Donc, politique, je voudrais savoir à qui j'ai oui, affaire. d'accord, mais Monsieur Rivière, vous arrêtez ou d'essayer un de faire blanc, l'émission. ou un nul. Vous arrêtez d'essayer de faire la mission. Donc, ça vous gêne ? Mais non, ça me gêne pas. Allez-y, et on se respecte. Donc, je vais répondre. Donc, ça il y a eu un appel à ne pas mettre un bulletin de vote pour le Front National. Nous avons dit très clairement qu'il n'y avait pas d'égalité entre une force qui, je le maintiens, est anti-républicaine, raciste, xénophobe, d'accord, et qui ne propose en réalité aucune solution contre la finance, et quelqu'un qui représente effectivement ce que nous combattons, mais la petite différence entre les deux, c'est que nous pensons qu'il y en a un qu'on peut battre avec le suffrage universel, et l'autre, si on lui donne les clés de la Ve République, nous sommes inquiets. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'égalité, et le fait que nos électeurs, pour les uns, aient voté Emmanuel Macron. Pour les autres, aient voté blanc, nul ou se soit abstenu. C'est ce qui permet aujourd'hui à faire en sorte que le Front National ait été battu. Donc je voudrais rappeler la vérité, parce que ça n'aurait pas été le cas, le Front National serait élu aujourd'hui. Non, les blancs et nuls n'ont pas d'effet. Mais si, les blancs et nuls. Bien sûr que oui. Quand vous ne votez pas, quand vous avez un pourcentage infime qui vote Front National, excusez-moi, ça a de l'effet. Vous regardez aujourd'hui les forces. Vous avez par exemple, si j'ai bien compris, 9% selon les sondages des électeurs de M. Hamon qui ont voté Front National. Vous avez à peine plus du côté des électeurs du côté France Insoumise, donc ça prouve bien une chose, c'est que les appels à faire barrage avec le choix qui est celui des électeurs au Front National a fonctionné par rapport à ça. Bon, ça c'est une première chose. Pour moi-même, mais ça n'a aucune importance, puisque c'était un choix personnel et individuel, il n'y avait pas d'appel. Moi j'ai toujours dit une chose, c'est que je ne voulais pas laisser à d'autres le soin de faire ce qui me semblait nécessaire, et il me semblait nécessaire que M. Macron ait plus de voix que Mme Le Pen. Donc vous avez ma réponse, et par contre je tiens à souligner que il n'y a aucun honneur à cela, et qu'il n'y a pas de différence par rapport à ceux qui ont voté blanc, nul ou abstention, parce que ce sont tous ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui nous permettront d'être majoritaires aux législatives. Alors, on va revenir sur justement cette bataille des législatives, avec cette fois le sujet de Marie Brémaud, puisque c'est la prochaine bataille pour tous les partis, bataille qui a commencé dès hier soir. On regarde ce sujet. C'est la grande nouveauté de cette élection 2017. Ils sont nombreux à revendiquer être la principale force d'opposition, à commencer par la candidate, arrivée au second tour. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Marine Le Pen, forte de ses 11 millions de voix, veut bousculer l'ordre établi et incarner l'alternance à Emmanuel Macron. Bonjour, bonjour. Car dès hier soir, c'est bel et bien la campagne des législatives qui a commencé. À notre appel, le 18 juin, deuxième tour des législatives, notre résistance peut gagner la bataille. Et je vais m'y employer avec vous de toute mon énergie. Lui aussi se voit victorieux le soir du 18 juin. Le chef de file des LR réfute toute alliance possible avec En Marche. Mais là, vous aurez un bloc. Et un bloc de la droite et du centre qui incarne une alternance qui sera sans équivalent. Vous n'y croyez pas, nous vous le démontrerons. De la droite à la gauche, en passant par les extrêmes, ils ont tous un mois pour concrétiser l'alternance qu'ils veulent incarner. L'objectif, obtenir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale et ainsi forcer les portes de Matignon. Fabienne Keller, des personnalités de votre camp, à commencer par Bruno Le Maire, se sont dit hier ouvertement prêtes à travailler avec Emmanuel Macron. Quelle est votre ligne, vous ? Alors moi, je comprends la logique des Républicains, expliquée par François Baroin, d'essayer de faire un bloc, une opposition. Mais nous sommes effectivement quelques-uns à considérer que voilà, on ne peut pas ne pas prendre en compte cette élection. Emmanuel Macron a été choisi par une très large majorité de Français. Il a gagné l'élection présidentielle. C'est un fait politique. Et est-ce qu'il faut refaire comme en 2002 ? Rassembler au moment de l'élection, mais après gérer avec un seul camp ? Est-ce que la France n'a pas besoin de réformes tellement difficiles qu'il faut fédérer plus largement? C'est plutôt ma thèse. Il s'agit de rassembler. Concrètement, ça veut dire quoi? Que pour les législatives, vous préférez donner une majorité absolue à Emmanuel Macron plutôt que d'appeler à voter pour des candidats LR? Nous restons avec Édouard Philippe, avec Gérald Darmanin, avec Christian Estrosi. Nous restons clairement à droite et au centre.
hein. Nous ne sommes pas En Marche. Mais sur des réformes que j'évoquais tout à l'heure, sur le droit du travail, sur la vision européenne, sur l'école aussi, une priorité d'Emmanuel Macron, nous sommes prêts à travailler de manière constructive. Mais avec des députés LR. Donc vous êtes sur la ligne du parti, vous appelez à voter pour des candidats LR pour les législatives. On verra dans les tout prochains jours comment tout cela évolue. Mais ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron va maintenant montrer sa volonté ou non de rassembler à travers la nomination très symbolique du Premier ministre. Donc c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui pourra révéler si oui ou non il veut réellement être au-dessus des clivages traditionnels et fédérer toutes celles et tous ceux qui sont prêts à se retrousser les manches pour faire à nouveau ces économies budgétaires aussi, ces réformes qui seront difficiles à faire accepter mais tellement indispensables puisque c'est ce qui n'a pas été fait et ce qui a bénéficié à tous les États européens en termes de croissance et de dynamique Zachary, c'est une sorte de main tendue de la part de Fabienne Keller. Qu'est-ce qu'est prêt à faire Emmanuel Macron pour répondre à cette main tendue de Fabienne Keller et d'autres il ne fera certainement pas l'erreur. D'abord, on est sûr qu'il ne fera pas l'erreur de Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il essaiera de rassembler au maximum. Nous verrons à la constitution du gouvernement si le gouvernement ressemble à l'ADN du mouvement, c'est-à-dire et droite, et gauche, et centre, et renouvellement. Donc nous verrons si ce gouvernement ressemble à l'ADN du mouvement En Marche. Et à partir de la nomination du gouvernement, les choses pourront se décanter. Des choix seront peut-être faits par des LR, des choix seront faits par des centristes. Et voilà. Et moi, j'espère qu'Emmanuel Macron, que les Français, qui sont des gens raisonnables, nous l'avons vu là, donneront une majorité à Emmanuel Macron. Si tel n'était pas le cas, il est en capacité, compte tenu de sa personnalité et de son sens de la pédagogie, d'avoir des majorités de projets. Est-ce que vous pensez avoir une majorité absolue au soir du 18 juin ? Je l'espère. Vous pensez pouvoir le faire ? Oui. Marine Le Pen, hier, a dit qu'elle allait, mener personnellement cette bataille des législatives. Est-ce que vous, au Front National, vous pensez pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée ? Est-ce que c'est ça votre objectif ? Écoutez, clairement, oui, c'est d'incarner la seule force d'opposition. Regardez, autour de cette table, finalement, y compris le représentant des soi-disant insoumis, ont voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron réunit bien la totalité du système. Et donc, aujourd'hui, seule Marine Le Pen est en situation d'incarner une véritable opposition. C'est l'objectif de ces élections législatives. Et pour revenir sur le fond, on a des propositions très concrètes, notamment en matière d'immigration, notamment en matière de rétablissement de frontières. Et oui, mais ce sont ce que souhaitent les Français et c'est ce que souhaitent aujourd'hui, ce que nous proposerons. Et nous obtiendrons des parlementaires. Et la politique que vous menez de dénigrer, de pointer du doigt, d'insulter, ne fait que conforter notre choix. Et les électeurs nous rejoignent élection après élection. Nous gagnons des millions et des millions d'électeurs parce que vos solutions nous conduisent à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Monsieur, c'est plutôt vos représentants qui ne respectent pas les autres intervenants et qui insultent. Sur le parti, on a bien compris que Mme Le Pen annonçait une remise à plat, un changement de nom, compte tenu de la déception. En interne notamment, liée à sa prestation présidentielle et à son relatif échec. Je ne sais pas couper. Et à son relatif échec dans cette campagne. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est sa nièce qui va l'emporter ? On voit d'ailleurs qu'on est toujours dans des affaires familiales qui se règlent dans un château et en transgressant les règles européennes. Je rappelle que Mme Le Pen est sous le coup d'une affaire pénale pour 5 millions d'euros détournés de son action de parlementaire européen. Comme M. Bayrou qui fait la même chose. Pour finir sur cette question des législatives, Éric Coquerel, il y a des dissensions entre la France insoumise, entre le Parti communiste. Europe Écologie Les Verts dit que vous avez refusé un accord avec eux pour les législatives. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour vous de devenir le premier groupe de gauche, la première force d'opposition à gauche que vous espérez devenir au soir du 18 juin ? Mais nous, on veut pas Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux trouver un accord ? Nous, on ne veut pas être une force d'opposition, on pense qu'on peut être majoritaire. Alors on pense que rien n'a été réglé sur le fond par cette campagne présidentielle et que tout va se jouer au troisième tour, qui sont législatives. Peut-être pour la première fois depuis le début de la Ve République. Bien. On voit bien, j'entends les deux partis qui se sont partagés le pouvoir pendant des années, qui hésitent encore à ce qu'il faudra faire vis-à-vis de En Marche. Pour nous, c'est clair. Et sans ambiguïté, nous pensons qu'il faut combattre la politique annoncée par M. Macron. Et la meilleure manière de la combattre, ce n'est pas de se voir dès maintenant dans l'opposition.
c'est de faire en sorte que d'abord il n'y ait pas de majorité, et pourquoi pas aussi, nous, être majoritaires. Nous pensons qu'on peut le faire autour de nous. Vous posiez la question d'Europe Écologie, qui, je vous rappelle, n'a pas eu de candidat à cette présidentielle. Son candidat était M. Hamon, qui a fait 6,5% des voix. Vous posiez la question du Parti communiste, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'est pas dans la démarche France Insoumise. Nous, on ne veut pas changer de démarche, contrairement au Front National. On pense que ça a bien fonctionné, à la fois sur la méthode, le programme L'Avenir en commun, la stratégie. Donc c'est ce que nous allons recommencer à faire aux législatives. Nous l'ouvrons à tout le monde. Voilà, nous pensons que ça peut être l'espace de recomposition politique qu'il nous faut. Donc nous ouvrons à tout le monde, tous ceux qui effectivement se posent les mêmes questions que nous, c'est-à-dire à la fois sur le climat, le partage des richesses, une coopération internationale, la question de la souveraineté populaire avec la 6e République. Et bienvenue, mais nous ne changerons pas une méthode qui a donc bien pas d'accord en vue avec le Parti communiste. Et qui, nous l'espérons, peut nous conduire à gagner ces législatives. C'est en tout cas de la manière que la façon dont nous allons l'aborder. Rachid Temal, on va finir cette question législative avec vous. Quel est votre objectif au Parti socialiste? Alors, il y a deux choses, si je peux me permettre. Il y a d'abord ce qui est de la compétence du nouveau président de la République. Il aura effectivement nommé un Premier ministre et donc un gouvernement, et on verra son orientation et sa vision du rapport, parce que quand on dit compromis avec les autres forces politiques, il faut encore se mettre autour d'une table et discuter. Et puis après, ce qui est du ressort du Parti socialiste, pour nous, il y aura une plateforme où on dira très clairement nos propositions de gauche, à la fois sur ce qu'on peut discuter, sur ce quoi nous ne sommes pas d'accord. Je pense notamment aux ordonnances. Mais est-ce que vous êtes d'accord? On entend les amonistes dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet qui est mis en place actuellement par le parti. Le projet, il a 3 sources d'inspiration. Ce que nous avons fait au gouvernement, lesquels la présidentielle et le projet proposé par Benoît Hamon. La réunion a lieu demain. Donc j'entends bien qu'on nous dise déjà comment ça va terminer. Je vous propose d'attendre demain le Bureau national, la discussion et la position qui sera prise. Donc pour le Parti socialiste, en tout cas pour ma position, nous serons ni enragés ni soumis, mais socialistes. Et je pense que c'est assez important de le rappeler. Merci à tous les 5. Très rapidement, Marie Zacharie, alors. Que la France est belle quand elle est confiante. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous remercier à tous les 5 d'être venus. Et on va retrouver Tam Tranui qui est toujours devant le QG d'Emmanuel Macron, le président élu. Tam qui est revenu à son QG il y a quelques minutes. Tout à fait. On a vu arriver le convoi d'Emmanuel Macron un peu avant midi, précédé de motards de la police et suivi de motards de la télévision. Il est arrivé des Champs-Élysées, des cérémonies du 8 mai 45, arrivé ici à son QG, et il a salué de loin la dizaine de personnes qui étaient attroupées là et qui lui ont réclamé de leur serrer la main. Il s'est contenté d'un salut de loin et il doit venir ce midi pour assister à une réunion de son conseil d'administration, du conseil d'administration d'En Marche. Il va d'ailleurs démissionner de la présidence de ce conseil d'administration. Le président de tous les Français n'est plus président de sa formation partisane. Et puis, il devrait s'entretenir avec de nombreuses personnalités cet après-midi. On annonce tout d'abord des proches parmi les proches, notamment le député socialiste du Finistère, Richard Ferrand, mais aussi le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, un soutien de la première heure et puissant baron local. Il va bien sûr être question cet après-midi avec l'ensemble de son équipe des législatives. On a vu d'ailleurs tout à l'heure Jean-Paul Delevoye, le président de la Commission nationale des investitures, ancien ministre chiracien, qui nous a dit que tout était prêt, qui s'est montré très serein. Normalement, ces investitures devraient nous être dévoilées en milieu de semaine. Et puis, au-delà de ses très proches, normalement, Emmanuel Macron devrait également avoir des entretiens téléphoniques avec des chefs d'État étrangers. On nous a notamment annoncé un possible entretien avec Donald Trump, le président des États-Unis, qui hier, dans un tweet, a félicité le président élu et a dit qu'il avait hâte de travailler avec lui. Il faut dire que tous deux ont un point commun, c'est qu'ils ont été là où on ne les attendait pas. Merci beaucoup Tam, vous étiez devant le QG d'Emmanuel Macron et j'accueille 5 nouveaux invités sur ce plateau. Merci à tous les 5 d'être là. Je commence par vous Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique. Merci d'être là. Frédéric Michaud, bonjour, vous êtes directeur du département opinion et politique d'Opinionway. François Mickey-Marty, bonjour, président de Via Voice. J'accueille également Frédéric Savicki, bonjour, professeur de sciences politiques à Paris 1. Et Thierry Vedel, bonjour, vous êtes chercheur au CNRS. Alors, je vais commencer avec vous, Thierry Vedel, puis on va faire un tour de table là-dessus. D'ailleurs, quel enseignement tirez-vous du scrutin d'hier soir ? D'abord, peut-être sur le Front National, parce que
J'entends beaucoup de commentaires disant le Front National n'a pas réussi, Marine Le Pen n'a pas réussi. Et en même temps, moi, ce qui me frappe, c'est trois choses au sujet du score de Marine Le Pen. C'est d'abord progression entre les deux tours, ce qui est et progression qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, il y a véritablement une nationalisation et un enracinement du vote Front National. Et d'autre part, enfin, le fait que ce soit par rapport peut-être au vote Macron, un vote d'adhésion, beaucoup plus que le vote Macron qui lui apparaît comme un vote par défaut ou un vote utile. C'est ce que vous avez constaté, Frédéric Michaud. Ce vote est un vote d'adhésion? Oui, absolument. Pour Marine Le Pen, 70% des électeurs ont voté pour qu'elle soit élue. Pour Emmanuel Macron, c'est 50-50. 50% qui ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Frédéric Savicki, vous, quel enseignement tirez-vous de ce scrutin? Alors peut-être pour continuer là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et je pense en même temps que ce succès en termes de nombre de voix de Marine Le Pen va avoir quand même du mal à se traduire en nombre de sièges et que là, cette élection montre aussi les limites d'une certaine stratégie, c'est-à-dire que espérer en quelque sorte gagner, accéder au pouvoir par l'élection présidentielle pour le Front National, ça a aussi montré ses limites. Les limites se voient dans le fait qu'il y a malgré tout eu finalement cette surmobilisation pour Emmanuel Macron qu'on craignait jusqu'avant ne pas être. Il y a aussi évidemment les abstentions, les votes nuls, mais qui sont par définition non pas des votes d'adhésion au Front National. Donc évidemment 11 millions, je crois 10 millions 644 000 voix pour le Front National, c'est considérable. Et en même temps, on peut se demander effectivement si là, pour le Front National, c'est pas un tournant, c'est-à-dire est-ce que ce parti va pas aujourd'hui changer de stratégie et plutôt miser sur effectivement la législative et une perspective éventuellement d'une alliance peut-être demain avec une partie de une stratégie qu'a entamé Marine Le Pen hier. On va y revenir dans quelques instants. Vous, Frédéric, François Miquet-Marty, qu'est-ce que vous avez retenu du scrutin d'hier? Est-ce que c'est aussi ce score du Front National? Oui, alors il est frappant. Moi, j'en suis resté, à la victoire d'Emmanuel Macron, qui me paraît quelque chose d'inouï. Voilà un monsieur qui était peu connu il y a 2 ou 3 ans, qui a créé un mouvement En Marche fin avril 2016, il y a 1 an. Et voilà que ce monsieur est président de la République et on le voit sur vos écrans avec François Hollande en train de commémorer le 8 mai 1945. Autrement dit, il s'est passé quelque chose d'extrêmement profond. Et pour une partie, alors je rejoins ce que vous dites, vous avez raison, pour une partie des électeurs qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron, il y a derrière ça une aspiration extrêmement forte à un renouveau. Renouveau économique, renouveau de personnel politique, renouveau dans la manière de faire la politique, renouveau démocratique. Donc une aspiration au changement qui rappelle par certains côtés, même si rien n'est comparable en histoire, 1981 ou 1958. La question qui se pose, c'est la viabilité de ce souffle nouveau. On voit bien les fractures au sein de la société française. Je crois que cette viabilité-là, elle reposera sur 2 choses. Bien évidemment, les réactions et les ressorts et les oppositions politiques des partis politiques qui vont être en concurrence pour les législatives, mais surtout la société française elle-même. C'est au fond, a-t-on véritablement envie collectivement, et les Français ont-ils collectivement envie, on le verra peut-être lors législative, de donner du souffle, de la prolongation, de la durée à cette aspiration, à un nouvel imaginaire, à de nouvelles manières de penser notre économie, notre société, notre démocratie. Le projet économique d'Emmanuel Macron aussi porte en germe une révision de notre modèle lui-même, qu'il s'agisse de l'assurance chômage, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, etc. Donc il y a une interrogation de fond qui est la capacité à rendre viable dans la durée un idéal de transformation profond. Justement, Jean-Louis, sur cette question du projet économique d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il porte le renouveau que veut incarner Emmanuel Macron? On le verra quand il sera vraiment aux manettes, parce qu'effectivement, il y a du nouveau dans son programme, mais je veux quand même revenir sur la première question que vous avez posée. La victoire d'Emmanuel Macron vient quand même de l'extraordinaire personnalité de cette personne, mais ça montre bien quand même qu'il y a un vide politique en France, parce que on n'a jamais vu ça dans le monde. Quelqu'un qui est nobody et qui devient number one en 1 an et demi. C'est quelque chose. Il n'y a pas d'exemple, sauf des coups d'État, il n'y a pas d'exemple de manière démocratique quelqu'un qui puisse faire un tel saut. C'est absolument extraordinaire. Sauf s'il y a du vide. Pardon ? Sauf s'il y a du vide, comme vous le dites. Il ne le fait. Alors, il y a la personnalité d'Emmanuel Macron, certainement, mais il faut qu'il y ait quand même du vide pour qu'il puisse émerger de cette façon. Ensuite, quand même, deuxième chose, le Front National. On disait qu'il était installé. Il est enraciné. 2002, Monsieur Le Pen, la différence entre Le Pen et Chirac, c'est 60 points. Là,
En 2017, c'est 30 points. Entre le premier et le deuxième tour, M. Le Pen gagne 1 million de voix. Mme Le Pen gagne 4 millions de voix. Donc là, il y a quelque chose quand même qui s'est enraciné dans la société française et qui est, de mon point de vue, assez grave. Avant de poursuivre l'analyse de ce scrutin, je vous propose d'écouter François Hollande, le président de la République, qui participait ce matin aux cérémonies du 8 mai 1945 aux côtés d'Emmanuel Macron. Et justement, il s'est exprimé sur son successeur. On l'écoute. Monsieur le Président, que ressentez-vous à la veille de quitter le pouvoir? De l'émotion, là, aujourd'hui. Comment ne pas en avoir? Comment ne pas avoir aussi le souvenir de ce qu'était ici ma place il y a 5 ans? Le temps qui m'a été donné pour agir, de l'émotion parce qu'ici, vous voyez, toutes les personnes que j'ai saluées, je les ai connues dans toutes les circonstances, cérémonies. Je pense aussi à nos armées, j'ai salué les chefs d'état-major, parce que je sais ce que je leur ai demandé à tous ces militaires, je sais ce qu'ils ont donné à la France, plusieurs sont morts, donc j'ai beaucoup d'émotions d'être sur ces lieux. Et puis j'ai beaucoup d'émotions aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de donner à Emmanuel Macron la marche à suivre. Voilà François Hollande qui s'exprimait notamment sur Emmanuel Macron. On entendait sur le plateau précédent rappeler, critiquer, certains qui critiquaient le fait qu'Emmanuel Macron avait cette image d'héritier de François Hollande. On entend ce matin François Hollande parler de lui, disant qu'il a suivi, puis qu'il s'est émancipé, rappeler un peu la filiation entre les deux présidents. Est-ce que c'est ça le premier défi pour Emmanuel Macron, désormais Frédéric Michaud, c'est de casser cette image d'héritier de François Hollande? Oui, c'est l'un de ses défis, c'est aussi d'incarner tout de suite la fonction, de se présidentialiser immédiatement et de ne pas attendre, comme l'ont fait ses différents prédécesseurs, en tout cas pour les deux plus récents. On voit dans les enquêtes qu'il a l'étoffe d'un président de la République, qu'il l'a acquise au cours de la campagne, qu'il a une capacité à décider, il a démontré pendant les débats une forme d'autorité, il sait prendre des décisions, il a un projet pour la France, mais il y a quand même encore des éléments d'image qu'il va falloir acquérir, et notamment l'incarnation de la fonction présidentielle. Quand on entend François Mickey-Marty, je ne vais pas y arriver, quand on entend François Hollande ce matin, voilà, c'est le sien, quand on entend François Hollande ce matin dire qu'il a donné à Emmanuel Macron la marche à suivre, Emmanuel Macron qui depuis des mois tente de casser cette image d'héritier de François Hollande, est-ce que c'est forcément un service qui lui rend ce matin François Hollande à Emmanuel Macron? Je crois que c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaie, de ce que l'on vit en ce moment. Comment réinventer, faire du neuf, sans se briser tout à fait les codes anciens et les équipes anciennes et les filiations. Mais au fond, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron tient sur ce point-là. Si vous voulez réinventer une manière de faire de la politique, une démocratie, l'économie et les gens, et si vous le faites seul, en faisant une table rase, si on pourrait dire, du passé, on va vous dire, ce que l'on dit en partie sur Emmanuel Macron, bah alors vous n'êtes pas tout à fait crédible, vous avez l'air un peu léger, artificiel, d'où sortez-vous, où sont vos équipes, etc. Et si des filiations sont établies, on va lui reprocher de reproduire le système ancien. Donc ce qui sera extraordinairement passionnant, ce sera la composition de ce gouvernement. Le Premier ministre, bien sûr, mais l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Si on trouve dans ce gouvernement des personnalités établies depuis longtemps à gauche et à droite, on va dire au fond, tout ça pour retrouver des messieurs et des dames que l'on connaît depuis longtemps, le voyage en valait-il véritablement le coup? Mais à contrario, si on est uniquement dans la rénovation et au fond, dans l'émergence de nouvelles têtes, on va dire, oh là, tout cela est un peu léger, est un peu artificiel. Donc il y a une équation qui doit être impérativement fédératrice le plus largement possible. Alors justement, on va réécouter un nouveau sonore de François Hollande, qui s'exprimait toujours lors de ces cérémonies du 8 mai et qui a tenu à préciser qu'Emmanuel Macron ne l'avait pas trahi. On l'écoute. Vous diriez, Monsieur le Président, que Emmanuel Macron, c'est votre héritier? Moi, je ne veux pas capter Emmanuel Macron. C'est les Français qui l'ont choisi. C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années, lorsque j'étais moi-même candidat, puis ensuite quand je suis devenu président, il a été ministre d'un gouvernement. Mais après, il s'est émancipé, il a voulu présenter un projet aux Français, il s'est présenté devant eux, il a été élu, il est le président. Et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, sa marche. Il ne vous a pas trahi? Non, il a fait ce qu'il pensait devoir faire et il l'a fait à mes côtés, puis ensuite il l'a fait seul et maintenant avec les Français. Et moi je lui adresse tous mes vœux de réussite
Et il sait que s'il a besoin de quelques informations, conseils ou expériences, mais il s'adressera à moi librement. Il sera toujours le bienvenu. Moi, je serai toujours à côté de lui. Oui. Voilà, Emmanuel Macron qui pourra donc compter sur les conseils de François Hollande. François Mickey-Marty parlait d'une équation compliquée pour Emmanuel Macron de ne pas paraître comme l'héritier de François Hollande. Est-ce que François Hollande n'est pas en train de lui compliquer encore un peu plus l'équation, Pierre Vedel ? Et pour moi, vraiment, Emmanuel Macron est une sorte d'énigme. Je crois que pour les politologues, c'est quand même un phénomène compliqué à analyser. Alors, parce que d'abord, sur le plan idéologique, on a du mal à bien cerner ce qu'il représente. Les deux références auxquelles je pense, c'est Tony Blair en Grande-Bretagne et Valéry Giscard d'Estaing en France. Et même si je fais ces références, je ne suis pas sûr qu'elles soient tout à fait exactes. Par exemple, Tony Blair, c'était aussi l'expression de la troisième voie, de la montée des classes moyennes supérieures. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron il correspond à ça. Alors peut-être sociologiquement, on a des petites clés. C'est-à-dire, on voit parmi les électeurs qui adhèrent à son projet, vraiment le sentiment qu'on a affaire à certains types d'électeurs. Les électeurs qui sont plutôt éduqués, qui ont fait des études, qui sont plutôt les gagnants de la mondialisation ou de la révolution numérique. Frédéric Savicki, l'élection d'Emmanuel Macron hier soir marque aussi, on l'a vu, le début d'une recomposition politique. Est-ce que depuis hier, il va falloir qu'on change de logiciel, fini le clivage droite-gauche, fini les Républicains d'un côté, le PS de l'autre ? Je ne pense pas. On va le voir pour l'élection législative. Il y a une grande inconnue, c'est-à-dire que pour l'instant, Emmanuel Macron est élu. Il n'est pas sûr d'avoir une majorité absolue de députés élus dans le cadre de son mouvement. C'est même une hypothèse qu'il avait lui-même écartée à plusieurs reprises dans la campagne. Il avait dit peut-être même qu'il ne souhaitait pas forcément cette situation. Donc, évidemment, il va évoluer. Mais en fonction, effectivement, du nombre de députés que les différents camps auront, on voit bien que la question va se poser de savoir s'il s'allie plutôt avec une partie de la droite et du centre ou plutôt avec une partie des socialistes, voire les deux, mais dans les deux cas, évidemment, ça entraînerait on va dire, la scission très probable et des Républicains et du PS. Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, moi j'ai l'impression quand même que jusqu'à présent, le gros quand même des soutiens d'Emmanuel Macron, y compris d'ailleurs dans le milieu culturel, dans le milieu économique, c'est quand même des gens qui étaient proches, on va dire, du gouvernement sortant et de François Hollande. Il y a des ralliés de droite, bien sûr, des Républicains, il y a les centristes, il y a Bayrou. Mais quand on regarde la composition des équipes, par exemple la sienne, qui sont les gens qui sont impliqués dans sa campagne, ses conseillers, on sait, et je pense qu'on va l'apprendre avec une partie des fameux Macron Leaks, que d'ores et déjà, dès le mois de janvier, dans l'entourage de François Hollande, de beaucoup de ministres, on a alimenté sa candidature, sa campagne avec des notes, avec des propositions, voilà. Donc là, on a quand même, si vous voulez, une vraie difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il doit bien récompenser quand même tous les gens qui se sont impliqués pour lui, et ces gens-là sont quand même plutôt, disons, dans l'orbite du gouvernement sortant. Bon, voilà. Et donc, la composition de son gouvernement, ça sera un point, mais la composition des équipes derrière aussi. Le choix des candidats pour législatif va être déterminant. Et là, il est quand même face un peu à la quadrature du cercle. C'est-à-dire soit il renouvelle entièrement le personnel politique et la déception va être massive chez tous ceux qui ont espéré se reconvertir en quelque sorte en le soutenant à droite ou à gauche, ou évidemment il en appelle à une partie, on va dire, de vieux caciques ou de notables enracinés, ce qui sera utile aussi pour tenir l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, la déception risque d'être forte chez ceux qui aspirent dans le renouvellement. Et c'est juste un point quand même, un des points sur lequel peut-être François Hollande a échoué, c'est quand même à incarner une présidence moderne, autrement, présider autrement, de sortir de cette espèce d'habit monarchique. On va rester, je ne suis pas sûr que là-dessus... sur cette question du renouvellement dont vous parliez, François Mickey-Marty, est-ce qu'il pourra le mettre en œuvre, ce renouvellement? Parce que quand on entend Frédéric Savicki, ça ne sera pas forcément le cas. Est-ce que selon vous, Frédéric, Emmanuel Macron pourra mettre en œuvre ce renouvellement? Alors, il y a les contraintes qui sont liées aux élections législatives, il y a les contraintes qui sont liées à l'acceptabilité par la société française, y compris sur un certain nombre de réformes et voilà, la méthode qui va être utilisée. Mais si les Français ont élu Emmanuel Macron, est-ce qu'ils ne sont pas prêts? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont prêts à ce renouvellement? Mais je crois, là aussi c'est l'un des points passionnants de ce qu'on est en train de vivre,
les aspirations à la refondation sont multiples. Vous savez, au XIXe siècle, les républicains étaient en réalité multiples et chacun prétendait incarner la véritable République. On est dans un contexte aujourd'hui où 90% des Français, 90, aspirent à un changement profond. Le simple et léger problème est que tout le monde ne veut pas le même changement, donc c'est un peu délicat. La même profondeur. Et ni la même profondeur, effectivement. Donc on voit bien, au fond, qu'est-ce qui manque? C'est ce qui nous rassemble. Dès lors qu'un président de gauche ou de droite était élu, il pouvait faire appel et reposer sur les valeurs de la gauche ou de la droite pour mettre en mouvement une société. En 2002, lorsque Jacques Chirac a été élu, il pouvait se prévaloir des valeurs de la République face à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, beaucoup de détracteurs d'Emmanuel Macron considèrent qu'il a du mal à incarner les valeurs de la République. Donc ce qui lui manque, ce sont des éléments fédérateurs qui puissent mettre en mouvement la société. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a mis en scène de manière aussi manifeste et visible hier soir sa présence, c'est l'inauguration de la célébration de son élection dans le cadre du Louvre avec l'hymne européen, le drapeau européen. Ces éléments fédérateurs alors ? Je crois que les valeurs européennes pour son électorat en font partie. Je crois que l'idée de la reconstruction au sens de la conquête qu'il utilise beaucoup en fait partie. Je crois enfin que l'idée de protection, il a utilisé à 3 reprises hier dans son discours l'idée de protection. Vous savez, il y en a un des éléments très importants auxquels il faut être attentif. 40% des ouvriers ont voté pour Emmanuel Macron hier. Ça veut dire que, bien sûr, il est plutôt le candidat, comme on dit, des cadres et des Français les plus privilégiés, mais pas uniquement. Donc, il a là une capacité à pouvoir mobiliser une partie du peuple de France, comme on dit, qui est soit en situation modeste, soit en situation difficile. Et son insistance à parler de la protection est quelque chose qui a été très frappant hier dans ses discours. Donc il a quelques leviers, bien évidemment ces leviers sont fragiles, mais il a quelques leviers qu'il a mobilisés dès hier soir. Thierry Vedel, Emmanuel Macron, qui a fait campagne sur cette question de l'unité, de la réunification du pays. Est-ce que c'est ça son premier et peut-être son plus grand défi, rassembler le pays? Rassembler mais d'abord, on l'a dit à de multiples reprises, avoir une majorité parlementaire, parce que toute son idée, c'est de dépasser la gauche et la droite. Sauf que la gauche et la droite existent profondément dans les têtes, même si elle n'existe pas sous la forme de partis. Et ça va être ça la difficulté. Et je crois qu'il y a une vision de la société de droite et une vision de gauche. C'est-à-dire que même s'il réussit à casser les partis, ce qu'il espère, puisque Emmanuel Macron espère lui que les Républicains vont se scinder entre lui et Marine Le Pen, que le PS va se scinder entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que même s'il réussit à casser ces partis, ce qu'il essaye de faire, il ne cassera pas pour autant ce clivage droite-gauche. Il ne cassera pas. Et puis ensuite, on va rentrer dans le dur, dans le concret. On va le voir dès qu'il va falloir adopter des lois concrètement, par exemple sur l'emploi, sur le marché, la flexibilité du marché du travail, sur la fiscalité. Là, on va rentrer dans les valeurs profondes de gauche et de droite, je pense. Vous êtes d'accord, Jean-Louis ? Oui, alors on connaît le cadrage économique de Macron, et on ne connaît pas le cadrage politique. Alors à partir de là, évidemment, on est dans la grande inconnue, parce que sans cadrage politique, il ne peut pas y avoir de cadrage économique appliqué. Il va y avoir 2 phases. Il y a la phase de la mi-mai, où il va nommer un Premier ministre, mais le Premier ministre, d'ici aux élections législatives, il ne pourra pas faire grand-chose. On a eu d'ailleurs des gouvernements, les premiers gouvernements Mitterrand ou le premier gouvernement Sarkozy, entre l'élection législative et la nomination de son premier gouvernement, qui ont fait beaucoup de choses. Je vous rappelle, par exemple, Mitterrand arrive, il faut attendre le Mauroy 1, il fait l'élection législative ensuite, et entre-temps, quand même, il a un plan de relance de 20 milliards. À peu près correspondant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la marge de manœuvre budgétaire est si étroite qu'il ne pourra rien faire. Donc le problème va être politique jusqu'aux élections législatives. Et son problème à M. Macron, ça sera de nommer le Premier ministre le plus politique entre tous. Alors qu'est-ce qu'il peut obtenir d'ici aux législatives ? À mon avis, son entretien qu'il va avoir avec Merkel va être extrêmement important. C'est-à-dire qu'il va avoir le problème pour lui, ça sera obtenir une souplesse, non pas un réaménagement des traités, qui était une absurdité de penser une chose pareille, mais il peut obtenir un certain nombre de souplesses qui pourraient lui servir dans l'avenir. Frédéric Michaud, sur cette question des législatives, il y a un chiffre qui a peut-être surpris hier, c'est qu'une majorité des Français ne souhaite pas forcément qu'Emmanuel Macron ait une majorité absolue, alors que le quinquennat a été fait pour ça, que les législatives sont dans la foulée de l'élection présidentielle pour ça. Est-ce que c'est un chiffre que vous nous confirmez ? Oui, il y a un grand scepticisme dans l'opinion publique française à l'égard de la capacité d'Emmanuel Macron à obtenir une majorité lors des élections législatives. Il y a aussi... Mais c'est un scepticisme ou c'est une volonté qu'ils ne l'obtiennent pas ? Alors, il y a un doute.
sur sa capacité à obtenir la majorité absolue, donc seul, à travers le mouvement En Marche. Et puis il y a aussi pour plusieurs parties de l'électorat peut-être la volonté de transformer l'élection législative en troisième tour de l'élection présidentielle et de prendre une revanche. C'est le cas sans doute pour l'électorat des Républicains, c'est le cas également pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et puis on a vu également hier le Front National amorcer une mue dans la perspective des élections législatives pour progresser à l'Assemblée nationale. Est-ce que François Milquet-Marty, Emmanuel Macron doit se préparer à une cohabitation ? Il ne faut pas l'exclure. Pour s'en tenir à un chiffre simple, lorsqu'Alain Juppé était le candidat putatif pour 2017, 30% des Français envisageaient de voter pour Alain Juppé. Puis lorsqu'après la primaire de la droite et du centre, François Fillon a été désigné, en décembre dernier, c'est pas si loin, au début, 30% aussi des Français envisageaient de voter pour François Fillon au premier tour de la présidentielle. Donc ça veut dire que de manière continue, on a 30% des gens qui sont prêts à voter pour la droite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une partie des électeurs de droite, il y a l'idée d'une victoire ajournée. Au fond, ils ont perdu leur victoire. Et les législatives, bien sûr, sont un moyen de reprendre les choses en main et d'essayer de réobtenir enfin cette victoire perdue. Donc effectivement, il y a un potentiel de mobilisation particulièrement à droite qui peut être fort pour ces législatives. Thierry Vedel, est-ce que ça sera une cohabitation ou plutôt une coalition ? Déjà, le terme, je songeais au terme cohabitation, moi qui me pose un petit peu problème parce que je ne sais pas vraiment quelle est l'orientation politique d'Emmanuel Macron. Donc, il est aussi bien compatible d'une certaine façon avec la droite qu'avec la gauche. Et il l'affirme. Donc, a priori, je sais, enfin, voilà, il peut faire. Donc, on n'est plus dans les schémas classiques de la 5e. On n'est plus dans les schémas classiques, hein, tout à fait. Et en effet, les législatives vont être essentielles. Et je crois qu'en effet, on va voir, il ne faut pas oublier ça aussi, on va avoir un nombre substantiel de députés Front National, ce qui va provoquer une dynamique très différente probablement dans la vie parlementaire. Frédéric Savicki, est-ce qu'il va y avoir une recomposition autour d'un pôle progressiste de gens venant à la fois de la droite et de la gauche, se disant progressistes, et qui vont s'allier autour d'Emmanuel Macron ? Oui, bah elle est déjà très largement amorcée, mais quel va être le poids politique de cette coalition ? Est-ce qu'elle sera majoritaire ? Rien aujourd'hui ne permet de le dire. Il y a un atout quand même, effectivement, pour Emmanuel Macron, enfin, il y a une chance, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire que même si lui veut ensuite introduire de la proportionnelle, le scrutin majoritaire à 2 tours, en fixant un seuil de 12,5% des inscrits pour figurer au deuxième tour, si la participation est à 60-70%, ça veut dire qu'il faut entre 17 et 18% des suffrages exprimés pour se maintenir au deuxième tour. Et donc, on a une probabilité assez forte, pas négligeable actuellement, que finalement le Front National soit présent dans 350, 400 circonscriptions au deuxième tour, quoi qu'il arrive, et que derrière, il y ait 2 candidats, et que la position centriste des candidats En Marche les assure en quelque sorte d'être assez fréquemment dans le triangle, dans le trinôme. Et du coup, évidemment, pouvoir bénéficier éventuellement du... Et justement, est-ce qu'il y aura... très rapidement, est-ce qu'il y aura un grand nombre de triangulaires ou est-ce qu'au contraire, étant donné la position de force du Front National, eh bien, on se retrouvera plutôt avec des duels, un grand nombre de duels lors de ces législatives ? Là, je pense que tout va dépendre du taux de participation. Hein, donc, effectivement, il faut être très très prudent. Mais je pense qu'en tout état de cause, compte tenu des 4 blocs du premier tour, la perspective, effectivement, qu'il y ait des triangulaires qui seront à géométrie variable, c'est-à-dire que le FM, dans beaucoup d'endroits, est Républicain En Marche ou Socialiste France Insoumise En Marche, elle est probablement, elle touchera probablement les 2 tiers des circonscriptions. Merci Frédéric Savicki, merci à tous les 5 d'avoir été sur ce plateau pour analyser les résultats de ce second tour. Très bonne journée sur Public Sénat.